Alors Richard, on l'a rappelé en début d'émission, tu es donc chirurgien, tu étais chirurgien orthopédiste, mais surtout ancien secrétaire général de Médecins sans frontières, cofondateur de Médecins du Monde, délégué général du collectif Urgence Darfour. Et c'est ça qui nous intéresse finalement aujourd'hui, ton expérience humanitaire. Il reste aujourd'hui encore 138 otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Certains, malheureusement, on le sait, sont morts, d'autres blessés et d'autres encore ne peuvent survivre qu'avec des traitements médicamenteux. Depuis le premier jour du conflit, Israël exige que la Croix-Rouge internationale rende visite aux otages et puisse leur fournir les soins indispensables à leur survie. C'était d'ailleurs une clause du premier accord de trêve qui a conduit à la libération de 106 d'entre eux. Et pourtant, aujourd'hui, cela fait 67 jours et toujours aucune visite d'aucune ONG et aucune nouvelle des otages. Alors j'aimerais que toi, avec ton expérience dans l'action humanitaire, tu tentes de nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec les représentants de la Croix-Rouge internationale qui semblent ignorer vraiment les requêtes d'Israël et se détourner des victimes israéliennes, alors que, rappelons-le, la mission première de la Croix-Rouge internationale consiste à protéger et à porter assistance aux personnes affectées par un conflit armé, qu'il s'agisse de civils, de blessés ou de prisonniers de guerre. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui, on le constate. Alors, oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère. La Croix-Rouge ignore les requêtes d'Israël et les requêtes du Hamas. Mais c'est dans son ADN, semble-t-il, car la Croix-Rouge est née du charnier de la bataille de Solferino. C'est comme ça qu'elle est née. Elle est née effectivement pour tendre la main aux souffrants, aux blessés, de quelque côté qu'ils soient. Pourtant, il y eut la Seconde Guerre mondiale. La Croix-Rouge a écrit en 1944 qu'elle n'avait pas d'évidence du massacre de masse de Juifs. Quiconque est allé à Auschwitz, dont il s'agit là, va à Birkenau. Birkenau, c'est un camp cerné, c'est le camp d'extermination, cerné de barbelés. C'est-à-dire que rien n'est opaque. Le piéton, le cycliste, l'automobiliste qui passe voit ce qui se passe, voit les baraquements, voit au fond les crématoires, voit la fumée qui en sort. Et s'il ouvre la vitre de sa puissante automobile, il est pris à la gorge par l'odeur des corps qui brûlent. À la Croix-Rouge, à l'époque, on était aveugle et anosmique. Pourtant, dès 1942, le gouvernement en exil à Londres, le gouvernement polonais en exil, avait averti tous les ministres des Affaires étrangères du massacre des Juifs dans la Pologne occupée par les nazis. Je rappelle que ceux qui donnaient les ordres de tuer étaient des gens éduqués, des médecins, des avocats, des professeurs d'université, des juristes. Alors quand on me dit la lutte contre l'antisémitisme passe par l'éducation, j'ai pas envie de rire parce que ça me fait pas rire. Mais quand même, quel ridicule. Quel ridicule. Alors Richard, en 2006 pourtant, la Croix-Rouge internationale, le CICR, a reconnu que son silence constituait une erreur
qui restera inscrite dans la mémoire de l'institution. Et malgré tout, aujourd'hui, à nouveau, la Croix-Rouge internationale reste silencieuse et absente auprès des victimes juives. J'ai envie de dire encore. Galit, n'allons pas trop vite. La Croix-Rouge a même écrit un livre qui s'appelle « La mission impossible ». Et la Croix-Rouge avait un vice-président qui s'appelle Folke Bernadotte, qui en 1944, en collaborant avec Himmler, veut évacuer des déportés allemands. 1945, c'est la fin de la guerre. Il affrète un navire, Cap Norda, et il va sortir des déportés. Il va trouver des Russes, il va trouver des Français, il va trouver des Polonais. Et figurez-vous que Folke Bernadotte, dans les camps de concentration nazis, n'a trouvé aucun juif. Faut y arriver quand même. Et cet homme-là va devenir médiateur de l'ONU au Proche-Orient. Il a pour assistant le premier haut fonctionnaire noir à l'ONU. Avec ses excès, Folke Bernadotte sera assassiné. Richard Bunch, ce fameux assistant, aimait l'homme dont il était l'assistant. Et il va fonder, pour l'honorer, en 1949, l'UNRWA, cette agence spécifique et dérogatoire pour les seuls 650 000 réfugiés arabes de Palestine, avec un statut discriminatoire qui fait des réfugiés héréditaires. L'ONU a créé consciemment, sciemment, une bombe à retardement. Si les enfants de réfugiés, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de réfugiés sont réfugiés, alors il y aura de plus en plus de réfugiés. Oui. Et c'est les seuls. C'est les seuls. C'est les seuls. Et je veux rappeler qu'à l'époque, dans ce monde-là, il y avait 50 millions de réfugiés après la Deuxième Guerre mondiale et le conflit en Inde et au Pakistan. Mais pour ces 650 000-là, on a créé une agence spéciale de l'ONU qui avait un budget à peu près égal à celui du Haut Commissariat aux réfugiés, c'est-à-dire pour le reste de la population mondiale. Et cette situation demeure. Quelle belle humanitaire! Quelle belle humanitaire! Et ce qu'on n'a pas dit là maintenant, c'est que si la Croix-Rouge reçoit des requêtes d'Israël, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 9 ans que 2 Israéliens sont détenus en otage par le Hamas à Gaza. Qu'a fait la Croix-Rouge pendant 9 ans? Alors, depuis le 7 octobre, on la incite un peu plus, parce qu'il y avait 250 otages à peu près. Sûrement énormément d'entre eux sont morts, ce que personne n'a encore dit, je crois. Et la Croix-Rouge ne bouge pas. La Croix-Rouge trahit sa mission. La Croix-Rouge trahit sa charte. La Croix-Rouge, depuis que Biden est arrivé, se comporte en Uber pour 250 mètres pour traverser une frontière. Moi, je vous dis ce que je pense. On doit poursuivre la Croix-Rouge pour complicité de crimes contre l'humanité. Je suis tout à fait d'accord, avis. C'est d'ailleurs le cas, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées aux États-Unis par des familles d'otages, justement sur le rôle de la Croix-Rouge, ou justement l'absence de rôle de la Croix-Rouge dans cette histoire. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellé.
dans cette mise en scène du Hamas, dans justement ce passage d'otages depuis le mouvement terroriste, justement dans les camions de la Croix-Rouge. Une mise en scène qui m'a rappelé quelque chose, c'était Theresienstadt. Comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, conscients d'une communication à devoir faire, créent un camp vitrine. Créer un camp vitrine avec des bancs publics, avec de la musique qu'on va y faire écrire, des artistes qui vont y peindre, etc., etc. Cette mise en scène-là, je l'ai retrouvée absolument écœurante dans cette soi-disant charité, humanité que les gens du Hamas, avec leur petit signe de la main vers les otages, il y a quelque chose qui semblait directement tiré du camp de Theresienstadt, comme si le metteur en scène s'était transporté, téléporté donc à notre époque, du côté toujours de ceux qui portent le mortifère, qui portent la haine et le crime. Le signe de Monsieur Spike, c'était ça. Le signe du Cohen Agadol. Étonnant, hein? J'avais jamais pensé à ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Le Hamas, pour les quelques otages libérés, arrêtons de dire la libération des otages. 100 a été libérée. C'est tout. Faut pas rêver non plus. Effectivement, a fait le même type de manipulation par l'image, de cinoche que les nazis avaient fait à Theresienstadt. Je rappelais tout à l'heure dans une discussion avec Michael Prazan qu'en réalité, le point commun le plus important entre les islamistes, frères musulmans et les nazis, c'est la conviction qu'ils font le bien. Et que nous sommes dans un vrai combat de civilisation, dans un conflit de civilisation. Et qu'Israël est le rempart, est le combattant pour les valeurs. Ce que nous défendons, ce sont des valeurs. Attends. Ce que nous défendons, ce sont des valeurs. Et pour arriver à faire leur numéro de cinoche, les gens du Hamas ont drogué les otages en voie de libération. Maintenant, qui gardait ces otages? Oui, par endroits des hommes en armes. Mais pas partout. Il y a une femme qui était gardée par un professeur de l'UNRWA. Et Guterres veut nous faire des leçons de morale? Guterres? Alors on rappelle que Guterres, on rappelle que c'est le secrétaire général de l'ONU. Des Nations Unies, qui n'a jamais qualifié le Hamas de terroriste, à ma connaissance. J'ai entendu dire aussi qu'un professeur de l'Institut français à Gaza avait une autre otage. Vous voyez, il y a une histoire très rigolote. Il semble que l'Institut français de Gaza ait été éraflé lors d'un bombardement à Gaza. Et que ça avait beaucoup agacé M. Micron. Vous savez, le monsieur qui avait dit « il n'y a pas de culture française ». Mais alors, s'il n'y a pas de culture française, pourquoi s'inquiéter d'un centre culturel français? Avez-vous 2 grammes de logique, monsieur? Mais quand on sait que l'Institut du monde arabe a réussi, avec les auspices de monsieur Jack Lang, d'organiser une
grande exposition qui aura duré plusieurs mois, même plus d'une année, sur les antiquités, la préhistoire palestinienne, ça fout les jetons quand même, si je puis Oui, dire. mais venant de Langres, rien n'est surprenant. Hein. En tous les cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous, en tant que cofondateur de Médecins du Monde, et en même temps dans ces combats pour le Darfour, il y a quelque chose que vous pouvez nous dire. Est-ce que finalement, et en 2015 vous le disiez d'ailleurs, je vous cite, en Israël, les attentats au couteau visent des civils, il y a une perversion du renversement sémantique dans de nombreux médias, les assassins deviennent des victimes, le fameux renversement, il est nécessaire de redonner sens aux mots et défendre les valeurs. Mais n'est-ce pas une pensée occidentale imperméable au monde arabo-musulman? Et puis finalement de se dire que si on a aussi d'anciens de médecins du monde qui enseignent à Sciences Po et dont on sait qu'ils ont cette haine psychanalytique d'Israël. Je veux parler de Monsieur Broman. Je crois qu'il enseigne l'école des arts et métiers. Non, il enseigne aussi à Sciences Po. Alors ça m'étonne pas. Ouais. Donc c'est là peut-être qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le glissement sémantique, il a saisi finalement tous ces gens qui, un petit peu comme l'assistant dont tu parlais tout à l'heure de Bernadotte, finalement se sentent inspirés de vouloir créer leur propre outil spécifique, d'avoir un langage spécifique et finalement de vouloir être dans la doxa de la bien-pensance. Le terme de langage est intéressant. Ronnie Broman, qui est né à Haïfa, je crois, est arrivé en France, amené par sa maman, après le divorce de ses parents, et il est animé d'un antisionisme obsessionnel. Il est arrivé tard à Médecins sans frontières, hein, après 79. Et Médecins sans frontières est né en 71, d'une histoire de la Croix-Rouge française, où on n'avait pas le droit de parler, de dénoncer les massacres au Biafra. C'est comme ça que Médecins sans frontières est né. Donc, Ironie a pris, c'est l'ironie, pour habitude de dire « Je suis juif, donc je ne suis pas antisémite ». Il me vient tout de suite à l'esprit que Nicolas Donin, en 1240, juif apostat, organise le procès du Talmud. Que Pablo Cristani, à Barcelone, juif apostat, organise la disputation de Barcelone. Que Pfefferkorn, ancien boucher cachère, veut faire organiser un deuxième procès du Talmud qui va mettre François Ier dans une colère noire et qui fait intervenir Reuchlin, Erasme, j'en passe et des meilleurs, contre cette folie-là. Et puis aujourd'hui, on a Soros, qui se vante quand même d'avoir vendu aux Allemands, c'est lui qui s'en vante, hein, des Juifs, pendant la guerre, quand il avait 15 ans. Oui, exact. Des Juifs antisémites, il y en a un paquet. On a parlé de Shlomo Sand, c'est pas mal non plus. On ne peut pas arguer d'une quelconque identité que l'on vomit. On ne peut pas arguer de cette identité-là pour dire qu'on ne peut pas être antisémite. Mais alors, s'ils sont idiots utiles, s'ils servent finalement cette sémantique qui aujourd'hui nous empêche même de décrire, de parler, de nous exprimer, quand même, quand on a votre passé, vos combats, parce que le Darfour, c'était pas rien, avec BHL, etc. Ouais, j'ai fait passer BHL au Darfour. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'était quelque chose d'extraordinaire et dont on voit finalement qu'aujourd'hui le Soudan a signé les accords d'Abraham quand même. C'est pas rien quand on a cette expérience-là, qu'on regarde un petit peu en arrière et qu'on voit
un tel délitement. Je pense par exemple au président, à l'ancien président de la LICRA, qui a lui aussi eu le fameux oui mais, alors qu'il s'est dit effondré après le 7 octobre. Mais oui mais. Ouais, enfin c'est un drôle de oui mais. Oui, il s'est quand même comporté oui. dans l'affaire Bensoussan. Pas très digne. Pas très digne, même pour un avocat qui est là pour défendre l'indéfendable. Alors on parle d'Alain Jakubowicz, pour ne pas le nommer, mais pour que nos téléspectateurs comprennent quand même de qui on parle. Inique. Mais finalement, quand même, ce combat... Puis je crois qu'il avait été... Non, c'est lui qui avait été l'avocat de Charles Anderlin. Ou c'est... Non. Il me semble pas. Spitzer. Il me semble pas. Oui. Oui. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant ici avec vous, Richard Hossin, c'est que oui, vous êtes aussi vice-président de l'Académie européenne de géopolitique. Oui, donc, finalement, il y a quelque chose qui naît normalement de ces expériences. C'est de savoir qui est qui et qui fait quoi. On va pas nous la jouer à l'ONU. La France, bon, bien sûr, la France dit en même temps, je veux bien, mais la France qui va voter donc une résolution pour appeler au cessez-le-feu, alors que des otages français sont encore donc dans les tunnels et les caves, etc., et dont on sait que ils sont ce trésor de guerre qu'on gardera peut-être même après un cessez-le-feu. Il y a quand même quelque chose d'ignoble. Je dirais, c'est pas la France du en même temps. C'est la France du tout le temps pareil. Car finalement, toutes les résolutions, y compris les plus stupides, celles qui relèvent le plus du déni d'histoire, celles qui relèvent de la haine et de la bêtise, la France les a toutes votées, y compris quand elle était le seul pays européen à le faire. Et la France prétend vouloir lutter contre l'antisémitisme. Ça fait là 1 mandat et demi que la lutte contre l'antisémitisme, qui a commencé avec l'affaire Sarah Halimi, si je me souviens bien, où on a vu un beau déni de justice. On se demande, il est où le juge, la juge? C'est quoi la lutte contre l'antisémitisme? Qu'est-ce qu'il y a eu de fait? Et pourtant, Richard, la semaine dernière, première bougie de Hanouka, on assiste à l'Élysée, à la remise par le grand rabbin de France du prix Jakubowicz, je crois qu'il s'appelle ce prix, remis aux dirigeants européens pour sa lutte contre l'antisémitisme. On croit rêver. Oui, on croit rêver, mais enfin, c'est pas la première fois qu'on donne une breloque à un mec qui glande rien. Oui, mais quand même, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe en Israël, avec Macron étant le seul chef d'État quasiment européen à appeler avec une telle force à un cessez-le-feu. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne comprends pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude aujourd'hui des dirigeants de la communauté juive de France. Bien joué, car c'est exactement ça. Il y a en France, il y a très longtemps, quand des amis israéliens débarquaient et me demandaient « Qu'est-ce que tu penses de l'antisémitisme en France ?» Je lui disais « Ça dépend. Ou tu fais partie de l'establishment autoproclamé, ou tu habites à Sarcelles. Tu vois pas la même chose. » Il y a en France un establishment autoproclamé qui est un déni de démocratie, car pour faire partie de ces cercles intimes, il faut juste avoir créé une association. Il n'y a pas de vote. Au consistoire, les fidèles votent. Mais personne ne vote. Et les fidèles, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a un establishment autoproclamé qui, évidemment, est un establishment de juifs de cour. Chaim Korsia est un juif de cour.
Il a fait interdire un article dans un livre sur Sarah Halimi, un article de Sarah Katan, qui est la première à avoir éveillé les esprits sur cette affaire Sarah Halimi. Il l'a fait interdire dans un bouquin parce qu'elle l'avait traité de juif de cour. Ce qu'il est. Quand on a vu le reportage sur BFM où il est accompagné du recteur de la mosquée et où un révisionnisme absolument écœurant, dégoûtant sur l'Algérie, sur l'histoire de l'Algérie. Avis, tu as déjà entendu un grand rabbin appeler les juifs à ne pas faire leur alia? Bah lui, il a osé. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne à notre sujet quand même de la Croix-Rouge actuellement à Gaza. Tu disais tout à l'heure, dans ta première intervention, que d'abord que tu étais très en colère et que tu penses qu'il fallait attaquer en justice la Croix-Rouge internationale. Est-ce qu'il y a un moyen aussi de les renvoyer en fait du territoire du territoire israélien Je crois qu'on peut les virer du territoire israélien, ils servent à rien. Oui, bon. mais est-ce que c'est possible et est-ce que c'est possible de les attaquer en justice? Je suis pas juriste, j'en sais strictement rien. Je trouve juste. Est-ce que tu connais un précédent d'une association comme ça humanitaire qui a été attaquée en justice? Non. Je connais des associations humanitaires qui ont été interdites sur des territoires. Je me rappelle qu'en Éthiopie, j'étais tombé dans le camp de Harbou. C'était magnifique d'ailleurs, c'était un camp de toile qui avait été offert par Rabbi Nathan. Je ne sais pas si on se souvient encore de qui était Rabbi Nathan, mais toutes les tentes étaient frappées d'une étoile de David rouge avec marqué « From Jerusalem with love ». Et manque de bol, se déclare dans ce camp une épidémie de choléra. Il y a eu 200 morts dans ma nuit. Hein. Et c'est une horreur, le choléra. Des gens qui se vident de tous les côtés. Médecins sans frontières avait identifié le vibrion. Mais il n'était pas question... Moi, j'étais venu pour... l'American Association pour Ethiopian Jews, ça devait être 85-86. Mais il n'est pas question de dire que c'est le choléra. Parce que si tu dis que c'est le choléra, alors le pays est mis en quarantaine. Et ça, c'est dramatique pour un pays. Même sous la main de fer de Mengistu, le dictateur communiste d'Éthiopie de l'époque. Et Médecins sans frontières ne voulaient pas le dire. Moi, j'ai commencé, et ils avaient raison, hein. Moi, j'ai commencé par dire c'est le choléra. Alors, on m'a dit non, c'est une diarrhée aiguë avec déshydratation. Oui, mais le vibrion cholérique a été identifié. Et à ce moment-là, on te met un canon de calaf sur le bide et on te dit non. C'est une diarrhée aiguë avec déshydratation. Et là, tu es d'accord. Là, tu dis oui. Mais ça, j'ai connu en Allemagne de l'Est aussi. Ouais, là, tu dis oui, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Et quand j'assistais pour que les responsables de Médecins sans frontières le disent, en pensant qu'ils pouvaient avoir plus de poids, ils m'ont dit non, on va se faire virer si on le dit. Mais c'était vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un signe avec le fait que, on le remarque, les condamnations les plus vibrantes, les plus fortes, sont venues, bien sûr, de l'ONU de Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, mais aussi de l'OMS. Et pas tellement du Conseil des droits de l'homme, un peu, mais on l'a pas trop entendu. Pour une fois. L'Union européenne non plus, pas tellement même, elle a pris position. Mais là, l'OMS, l'ONU
à boulet tiré. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi la Croix-Rouge internationale qui finalement devient une espèce de super OMS, une espèce de où on est politisé, où on est dans la doxa de justement de ce que tu disais tout à l'heure à propos dans de le temps OPS, on parlait des éléphants. Je pense que la Croix-Rouge est un éléphant et que là, elle a cassé les vases dans le magasin. Parce qu'elle ne se respecte pas. Et elle trompe énormément. Et par ailleurs, comme elle fait appel à des dons, ce qu'elle fait, ça s'appelle du détournement de fonds. C'est du détournement de fonds. Elle appelle pour des actions humanitaires qu'elle refuse de faire. Mais finalement, je pense pas qu'elle risque grand-chose et je pense pas qu'elle aura beaucoup de répercussions. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui donneront moins à la Croix-Rouge internationale. Moi, ça, je crois que si. Ouais. Moi, je crois que Galit, ce qui a été initié aux États-Unis, c'est à Los Angeles, si je ne m'abuse, justement en collective action pour justement contre la Croix-Rouge. Contre l'apartheid de la Croix-Rouge, ça s'appelle BDS. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. En tous les cas, contre cette non-assistance à personne en danger, puisque là, effectivement, il y avait quelque chose qui était patent, flagrant, notamment quand elle s'était engagée à fournir les médicaments, puisqu'elle s'était engagée, c'était dans le cadre de l'accord de pause, de trêve. Donc, il y a quelque chose sur lequel aujourd'hui s'appuient ces familles d'otages, et que c'est peut-être par ce biais-là, on l'a vu avec les universités américaines, c'est par ce biais-là d'action de lobby, mais au sens noble du terme, qu'il a peut-être quelque chose à faire pour que ils revoient un petit peu leur grille de lecture. Oui, mais ça, je pense qu'il faut demander à des juristes. Moi, je peux que jeter une idée en l'air qui vient de la colère. Ceci dit, il n'y a pas que la Croix-Rouge. Médecins sans frontières, c'est inique ce qu'ils ont fait. Eux, ils n'avaient pas vu que dans les hôpitaux, il y a des hommes en armes. Par contre, il y a un humanitaire britannique qui a témoigné avoir vu et auquel on avait dit, si tu vas là-bas, tu te fais tuer. Donc, tu n'y vas pas. Donc, ils savent et ils ont dit, et la responsable des Médecins sans frontières sur la bande de Gaza, quand on lui pose la question dans un reportage, elle dit « Ah, ça, je sais pas, on en parle. » Mais attends, vous êtes sur le terrain ou vous n'êtes pas sur le terrain? De la même façon qu'ils avaient condamné le tir raté du djihad en sortant les mêmes chiffres que le djihad et la catastrophe, etc. Mais vous êtes sur le terrain ou vous n'êtes pas sur le terrain? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu qu'il n'y avait pas d'hôpital détruit? Qu'il y avait des voitures sur un parking détruit, ça c'est vrai. Mais le reste, vous n'avez pas vu que c'était pas détruit? Pourquoi vous dites que c'est détruit? On est Hanouka, tu vois la lumière ou tu es désabusé? Je crois que la lumière est au bout du tunnel. Et je crois que Hanouka... Je suis pas membre du Hamas. Et malheureusement, là, je fais un petit clin d'œil à notre ami Pug. Ah ouais. Parce que finalement, je pense que ça va nous faire beaucoup de sujets sur notre 50 nuances d'antisémitisme. Rendez-vous est pris, Pug. Parce que finalement, on réalise que ce soit à l'ONU, que ce soit à la Croix-Rouge, que ce soit à Médecins sans frontières, que ce soit avec Médecins du Monde, que ce soit les hashtags MeToo, les balance ton porc ou les... finalement, tant qu'il n'y a pas de juifs qui sont impliqués, ces associations marchent bien et sont vraiment très très efficaces. En revanche, dès que les victimes sont juives, il n'y a plus personne. Il y a deux choses que je voudrais et donc dire. c'est encore une nuance d'antisémitisme très intéressante. Il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, un salut à Pug que j'avais rencontré au drugstore il y a 15 ans avec Richard Prasquier, à l'époque où il s'appelait C'est Goy pour Israël. Oui. Et aujourd'hui, les Goy qui défendent Israël, et aujourd'hui il s'appelle Nation pour Israël. Oui, Nation pour Israël. Bon, ça y est, j'ai oublié. Première chose, mesdames et messieurs les intellectuels, les journalistes, si il n'y avait pas d'abri en Israël
Et s'il n'y avait pas de dôme de fer, probablement nous aurions tous disparu. Je suppose que vous pleureriez, on n'est plus là. Et vous diriez, enfin non, vous répéteriez, plus jamais ça. Ça, vous l'avez déjà dit, plus jamais ça. Mais là, vous ne le redites pas. Après le 7 octobre, plus jamais ça. Non, parce que finalement, pour le monde, bien le drame, c'est que les Juifs ne meurent pas assez et ne se laissent pas Je crois que c'est plus grave. tuer assez facilement. Je crois, ne se laisse plus tuer assez facilement, ça c'est vrai. Mais en 2011, à Itamar, une famille entière, les Fogel, avec des bébés, des tout petits enfants, ont été assassinés. Un journal de référence en France, je pose la question de quelle référence? Titre quand même que c'était un bébé colon. Alors quand un bébé meurt ici, c'est pas grave. C'est pas un bébé qui meurt, c'est un juif qui meurt. Quand une femme est violée ici, c'est pas grave. Ça n'intéresse pas les associations féministes. C'est pas une femme, c'est une juive. Et on peut continuer comme ça pendant des heures. Alors, faites attention à ce que vous dites. Parce que quand vous vous comportez comme ça, vous vous comportez comme des antisémites, comme des nazis puisque vous laissez tuer. Je ne crois plus personnellement à cette naïveté. Je pense que c'est fait très très sciemment et consciemment. Moi, je pense alors, même, si je peux me permettre une petite note d'optimisme, c'est que de plus en plus on voit des Israéliens, je parlais de cette action en justice, des Israéliens aujourd'hui, et tu le soulignais, les MeToo, etc., être sollicités, être attaqués, être résiliente, résistante et vouloir aller jusqu'au bout, d'interpeller. Je rappelle que devant la Croix-Rouge à Jérusalem, des femmes sont venues manifester avec vraiment tout ce qu'il faut d'Israéliens. Et pourquoi ? Parce que justement, cette fois-ci, à la différence de la Seconde Guerre mondiale notamment, où il fallait se fondre à nouveau dans une population et se faire sourd et muet. Cette fois-ci, il y a un État derrière nous. Tu as raison, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas, tu as raison, mais ça ne suffit pas. Faut faire comme les Palestiniens. Ce qui marche, c'est l'intifada. C'est l'intifada devant les locaux de la Croix-Rouge. C'est l'intifada sur les voitures de la Croix-Rouge. Tu sais, les problèmes de l'humanitaire et de l'éthique, c'est un truc qui me travaille depuis des années. J'ai pondu un bouquin qui s'appelle « L'indifférence et autres horreurs » là-dessus. Voilà, tu vas nous raconter dans 2 secondes pour qu'on termine. Et comme je disais tout à l'heure, tout commence avec les mots « le bébé colon ». Eh bien, le silence est un mensonge terrible. Nous tous ici avons été à l'école en France. Nous avons entendu parler de l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne. On est tous capables d'en donner la date. Enfin, le deuxième édit d'expulsion des Juifs d'Espagne, celui de 1492, et en France. La plupart du temps, on me répond « Non, il n'y en a pas eu. Peut-être Saint-Louis. Saint-Louis,
c'est le seul édit d'expulsion qui a été immédiatement aboli. En France, il y a eu 13 édits d'expulsion des Juifs. 2 en Espagne, 1 en Angleterre, 13 en France. La France a été le premier pays qui ait expulsé ses Juifs. Il y a encore des villes qui se rappellent de l'Inquisition, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Rouen. Oui, attends, plus grave que ça. La France a été Judenrein, exempte de Juifs pendant 3 siècles. Philippe Auguste. Non, ça va de Charles le Chauve, Oui. 1394, jusqu'au traité de Westphalie en 1648. Donc la France a expulsé définitivement les Juifs 1 siècle avant l'Espagne. On n'en a jamais entendu parler en France. On n'a jamais expulsé de Juifs de France. D'ailleurs, il n'y avait pas de Juifs. Hein. Rachid n'existait pas. Les Tosafistes n'ont jamais existé. Ibn Thibon non plus. Maïmonide n'y est jamais passé. Par contre, il y avait un bon roi Saint-Louis. On va s'arrêter. Richard, on peut t'écouter pendant des heures. Vraiment, c'est toujours passionnant. Alors, tu nous as amené deux ouvrages. Explique-nous. Raconte-nous. Je vais essayer d'aller succinct. L'indifférence je vais essayer d'être succinct, ce qui va être difficile. L'indifférence et autres horreurs est un livre qui a été publié chez Balland. Nombre d'amis m'ont demandé de transmettre, de témoigner. Je m'y étais toujours refusé, d'abord parce que on me demandait de le faire sous la forme d'une autobiographie, et ça c'est non, non, voilà. Mais l'idée de transmettre est pour moi essentielle. Donc j'ai construit un certain nombre de récits, d'histoires qui sont plus véridiques que la réalité, c'est-à-dire elles ont été romanisées pour donner une épaisseur au personnage. C'est toujours la victime qui parle au présent de l'indicatif, parce que finalement c'est la seule personne qui compte, c'est la victime évidemment. Et ça va un peu partout, du Darfour, de la mer de Chine, au Tibet, au Biafra. Je crois qu'il y a 10 ou 11 récits qui sont évidemment terribles et dans lesquels j'essaye de donner une note un peu plus légère à un moment donné, parce que c'est un peu violent. Alors ça, c'est aux éditions Balland. Et c'est sorti en quelle année, celui-là ? Ça fait 2 ans maintenant, novembre de... Donc on le trouve facilement dans les sur toutes les plateformes et dans toutes les librairies. Ouais. Et le deuxième, donc ça c'est les édits d'expulsion des Juifs de France, ce que tu nous disais il y a un instant. Alors celui-là, je vais me le faire avec délectation, parce que ce sont vraiment, c'est une histoire que je ne connais pas. Donc voilà. Il s'est trouvé, je suis un peu un fondu d'histoire, comme tu as pu remarquer. Oui. Bon, et au fur et à mesure de mes lectures, je trouve 1, 2, 3, à ma grande surprise, édits d'expulsion de Juifs, puis 5. Alors là, je commence à monter sur mes grands chevaux. Mon frère me dit, mais il faut que tu l'écrives. Et puis Josiane Desbéraud me dit la même chose. Alors je me suis mis à travailler. Ah bah oui. Et j'ai fini par en trouver 13. C'est fou. Je n'ai trouvé aucun ouvrage qui ne fait une recension des édits d'expulsion. C'est fou. Donc voilà. Des édits d'expulsion des Juifs de France, Pug. Ça aussi, ça peut nous faire un sujet. Alors, merci Richard d'avoir accepté notre invitation. Merci Marilyn. Merci, avec joie. Voilà le micro. Merci Richard. Merci Avi. Et merci Galit. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV. Puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités et plein de surprises. Au revoir, à très bientôt.